Cette semaine, à l'apéro cigare, on se demande est-ce que les terres rares sont aussi importants? Est-ce que les fuites de données ont une importance stratégique pour que le Canada? Et puis, notre épisode s'appelle Jeu d'échecs, mais inquiétez-vous pas, ça sera pas plate. Non, parce que on parle de jeu d'échecs, mais on parle plus de stratégie, on parle d'importance. En fait, on joue pas vraiment aux échecs. Qu'est-ce que t'en penses, Mébarek? J'ai hâte d'en parler, surtout la deuxième partie qui va parler un peu de l'entreprise génétique qui s'installe ici à Montréal. Yes! C'est une entreprise chinoise aussi. C'est une entreprise chinoise, effectivement. Mais bref, avant d'en parler, je vais juste vous dire que... C'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. Mébarek. Mébarek. Ah, Samy. tu l'avais dit! Tu l'avais dit! Encore une fois. Coupable. Ça va bien? Mais ça va, toi? Ça va, je suis content d'être ici. Toujours, dernière semaine pour toi de Ramadan. Ouais. Je dois t'avouer que j'admire ta persévérance, honnêtement, bravo. Et, ça fait plaisir. Bon Ramadan à tous, encore une fois. Ramadan Mabrouk, ouais. On peut le dire. Tu le dis bien, tu le dis bien. Avec mes 2 années d'études de l'arabe, je suis toujours à 2 mots près de me tromper. C'est quand même incroyable. C'est parfait. Non, tu l'as bien. Mais effectivement, donc, mercredi 5 mai, quand même, ça passe vite. Ouais. Cette semaine, notre apéro s'appelle Jeu d'échecs chinois. Ouais. Parce qu'on va parler de stratégie, on va parler de l'importance, en fait, de facteurs qui, possiblement avant, on en avait peut-être moins, mais aujourd'hui, tout d'un coup, deviennent extrêmement vitales pour la géopolitique canadienne, américaine et même mondiale. Mm-hmm. Et effectivement, la Chine devient un peu ce nouveau géant, ce nouveau dragon qui sort de l'ombre. Donc, quelle importance, en fait, pour ces facteurs-là. Mais avant toute chose... Avant l'apéro. Qu'est-ce qui se passe, comme d'habitude? Faut prendre un drink, parce que sinon, ce serait pas l'apéro. Ben oui, puis l'apéro cigare, c'est toujours donné ce mandat de faire découvrir des produits québécois. Voilà. En ondes, à chaque épisode. Tout à fait. Donc cette semaine, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce qu'on boit cette semaine, Jeffrey? Cette semaine, j'avais pas le goût de préparer une boisson qui prend du temps. Puis tu comprends, on a une grosse journée. On veut juste, un petit rafraîchissement. Donc, je me suis pris un spritz qui vient de la compagnie Amermelade, en fait, qui font un apérole ici au Québec. Qui fait ce super boisson, en fait, prête à servir, prête à boire, en fait. Donc, t'as pris ça où? À la SAQ. Ça se vend en paquet de 4. C'est pas trop cher. Mm-hmm. Vous ouvrez la canette, vous mettez ça avec de la glace et voilà votre C'est un vrai spritz. Comme en Europe. Bon, pour avoir vécu à Venise, c'est sûr que c'est dur à battre. Non, mais je goûte à ça. Ça, c'est une boisson italienne à la base, le spritz. Tout à fait. En fait, petite histoire courte. Vas-y, je t'écoute. Le spritz, en fait, à la base, c'était du vin blanc. Mm-hmm. De la région nord-est de l'Italie. Est-ce que ça s'appelle la région de Spritz? Non. Non, mais ça s'en vient. L'Autriche, dans le temps, avait envahi le nord-est de l'Italie. Okay. Et pendant ce temps-là, il manquait de vin blanc. Il y a eu un manque de vin blanc. Donc, ils ont dilué le vin blanc avec de l'eau. Et puis, le son de l'eau dans le vin qui est pétillant, ça faisait spritz. C'est là que ça vient. Et donc, ça vient le spritz. Et après, les Vénitiens ont trouvé l'apérole. Donc, on mixé finalement au lieu de l'eau. Ce vin blanc pétillant avec de l'apérole qui est une liqueur d'orange. Une liqueur d'orange. Voilà. Donc, qui est aussi italien. Tout à fait. Donc, ça a devenu le spritz. Et c'est l'un des boissons les plus connues, en fait, on pourrait dire, du nord-est de l'Italie. Donc, et même du monde, dans tous les... Je veux dire, partout où j'ai voyagé, que ce soit par exemple aux Pays-Bas ou au Pérou, genre les happy hours c'était spritz. Ah ben oui, c'est devenu le fameux happy hour. C'est devenu un symbole et c'est devenu extrêmement populaire un peu partout dans le monde parce qu'on va se le dire, c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est facile à boire, donc c'est effectivement. Sais-tu qu'est-ce qui est rafraîchissant? Vas-y donc. C'est la nouvelle formule que prend Apéro maintenant. Oui. Qui a plus tout ce truc de au début on vous parle de 2 amuse-gueules qui peuvent s'étendre sur très longtemps et ensuite 2 apéros qui sont 2 sujets un peu plus consistants. Là, on a décidé pour rafraîchir, pour rester dans ce thème du rafraîchissement, d'ailleurs comme ta chemise qui est très rafraîchissante, j'adore. Merci, Snoopy. C'est quoi? Ok, oui, c'est Snoopy, hein? C'est Snoopy. Ah, j'adore. Je dois avouer que c'est l'été qui s'en vient quand même. Hein? On est au mois de mai. Dans un mois, c'est. Il faut que tu te procures la version plus courte, par exemple. Ben là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que là,
Là, il fait pas encore assez chaud, là. dehors. Fait que pour revenir à nos drinks, comme on dit, parce qu'on est apéro, c'est pas des moutons, c'est des Ben drinks. non, on est de l'apéro. C'est ça, donc maintenant, on a décidé de faire au début quelque chose qui est un peu plus rapide, plus Voilà. en rafale, des nouvelles en Voilà. rafale qui nous ont tous les deux un peu marqués dans la semaine. On voulait laisser plus de temps, en fait, à Pour nos les apéros, sujets, à les sujets, la sujets profondeur. exactement. Donc, on a voulu raccourcir le format pour vous en donner, en fait, plus dans moins de temps. Exactement. Pour que vous appréciez, en fait, le moment. Puis Exactement. que ça vous permette, en fait, d'avoir l'idée plus claire sur ce qui se fait. Tout à fait. Donc, avant d'aborder les deux sujets, que je vous rappelle, c'est les terres rares, qui sont tous ces Oui. métaux précieux qui, par exemple, se trouvent dans nos téléphones, et la présence de la Chine au Canada. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine en rafale? Vas-y, je t'écoute, puis on commente. Ben, moi, c'est l'Inde, clairement. 20 millions de cas de COVID. Si tu vois les images, moi, je suis abonné. Ceux qui sont pas encore, pouvez vous abonner sur Instagram à Reuters, qui est une agence, en fait, qui crée des nouvelles. Donc, eux, ils sont en première ligne de l'information. Et l'agence Reuters a mis des photos absolument incroyables de l'Inde. Ben, quand je dis incroyable, je veux dire, c'est triste ce qui se passe là-bas, mais des images saisissantes, en fait, de crématorium, honnêtement. En ce moment, l'Inde. Ça, il faut qu'ils subit brûlent, un en fait, désastre. les restes des gens, même des matériaux utilisés qui ont touché Ben, des... Présentement, ils pensent qu'il y a 300 000 victimes de la COVID annoncées, mais ils pensent que c'est énormément plus que ça. Donc, c'est probablement peut-être le double, on ne sait pas en fait. C'est sous-estimé comme chiffre parce qu'effectivement, tu sais, je veux dire, dans des villages où il y a peut-être peu d'accès, où il y a des gens qui sont beaucoup plus informellement vont faire justement ces crématoriums-là sans informer les autorités, ben, il y a possiblement énormément beaucoup plus de décès en ce moment en Inde. Et au Brésil aussi, ça va complètement mal. Donc, la COVID, c'est pas quelque chose qui est derrière nous, malheureusement. Ouais, puis pour conclure rapidement ce sujet-là, ce que j'ai vu, c'est que les chiffres que tu donnes sont ultra alarmants, Ouais. mais c'est des chiffres qui sont à la baisse, en fait, parce qu'on n'a pas toutes les données des endroits ultra reculés, que ce soit en Inde ou au Brésil. Ouais. Tu sais, il y a des endroits où les gens font juste mourir chez eux, puis c'est aucunement compté. Donc, Ouais. les chiffres dont tu fais état font peur, Oui. mais imagine la réalité. C'est ça. Je veux juste pas l'imaginer parce que c'est probablement encore plus alarmant qu'on le pense. Mais bon, on va se consoler en se disant que ça semble, en tout cas au niveau des pays, bon, on pourrait parler du nationalisme vaccinal aussi, comme quoi certains pays n'ont pas de vaccin alors que d'autres qui en ont énormément. Mais bon, au Québec, on a peut-être cette chance-là de dire que les cas sont en diminution. Donc, D'ailleurs, pour ce qui est du nationalisme vaccinal, j'invite tous nos auditeurs à aller écouter il y a 3 ou 4 épisodes, on en a fait oui, état. effectivement. Donc, je dis pas lequel, allez chercher. Allez chercher. Comme ça, vous allez voir. découvrir. Moi, je peux-tu y aller avec une petite Rapidement. une rafale rapide? Vas-y. Je sais pas si t'en souviens, il y a 2 ou 3 épisodes, on parlait des VUS et de la publicité des VUS. Tout à fait. Comme de quoi, la publicité des VUS, est-ce qu'il fallait interdire ça comme le tabac? Parce que faire la publicité des VUS, c'est faire la publicité des voitures qui consomment. Oui. Aujourd'hui, je peux pas dire aujourd'hui, cette semaine, j'ai vu que le HEC, donc là où tu étudies, en Merci. partenariat avec l'École polytechnique de Montréal, ont sorti une étude qui démontrait que si le Grand Montréal troquait tous ses VUS contre des berlines, donc des voitures normales qui ne sont pas des 4x4, on réduirait de 40% les gaz à effet de serre dans le parc automobile du Grand Montréal. Ce qui est pas rien, 40%. 40%, c'est quelque Donc, chose, là. est-ce qu'on est en train de, pour conclure une petite question, est-ce qu'on est en train de virer comme par exemple à Paris, où est-ce que les véhicules diesel ont été interdits à un certain moment, ou certains véhicules trop polluants ont été interdits? Donc, on va savoir. Est-ce que cette étude-là va pousser la chose ici au Québec? Est-ce que dans le Grand Montréal, on va arrêter de voir des Hummers? Ce qui est Ouais. totalement aberrant tant Mais qu'à moi. C'est ça. Moi, je comprends juste pas pourquoi tu vas acheter un Hummer. Honnêtement, tu sais, si au moins il était beau le véhicule, il l'est même pas. Non, même pas. Fait que achète-toi pas un Hummer, s'il te Il plaît. n'y a rien pour lui. Il n'y a rien pour lui. Il est juste gros. Autre rafale? Passes-tu? T'en as-tu une autre rafale? Toi, moi j'en ai une autre. Vas-y. Quelque chose qui m'a rapidement marqué cette Ouais, semaine. en 2 phrases. Cette semaine, aujourd'hui même, il y Oui. a 3 heures, le maire Labaume, le mythique maire Labaume, Mythique. a décidé de ne plus se présenter aux prochaines élections municipales. C'est gros, ça. Donc c'est la fin d'un maire que j'ai... Sérieusement, c'est un maire qui m'a marqué. Oui. C'est un maire qui a vécu différentes... j'allais dire polémiques, mais c'est pas des polémiques, c'est des événements. On peut penser par exemple
au massacre de la mosquée Oui. par Alexandre Bissonnette, qu'il a dû gérer. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il y a des gros moments, non? Moi, je trouve que Régis? on peut être contre ou pour. Honnêtement, tu Ce gars-là. as raison. On peut le décrier ou l'adorer, mais je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui Il a été présent il dans a eu des une moments. présence marquante dans l'univers médiatique québécois et à Québec, pour tous les deux y avoir vécu. Oui. Il a laissé sa marque. Ça, c'est certain. Mais quand même, c'est une grosse nouvelle. Grosse nouvelle. Ouais. Régis Syllabaume. Régis. Le bon vieux Qui Reg. ne se représentera pas. Mais au moins, il va avoir eu son tramway. Hein? Ouais. Euh, Mais c'est un personnage que j'aime, que j'ai bien aimé. Mais va savoir, est-ce que c'est une petite. Il se retire pour un petit 5-10 ans, puis il va revenir à la. Comment il s'appelle 5-10 ans, celui il- ici il- quel âge, Denis Coderre. Denis Coderre qui s'est oui, qui représenté, se entre représente. guillemets. Ça va être un assez intéressant duel, je pense, entre Denis Coderre et Valérie Plante. J'ai hâte de voir, de suivre ce dossier-là parce que c'est deux personnalités très énergétiques. Je pense que ça va être intéressant à suivre. Mais s'il y a quelque chose d'autre qui est intéressant à suivre, Mébarek, c'est bien l'apéro. Parce que on a dit en l'émission qu'on voulait se rafraîchir. Ouais. Et là, on va pas s'assécher non plus. Non, jamais. 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 Donc, on passe tout de suite à l'apéro. Donc, on y va avec une petite transition musicale. Transition. Non, attends un peu. Petite transition vers, en fait, notre titre s'appelle Jeu d'échecs chinois. Ouais. Jeu d'échecs parce que, bon, Everything is Politics, ça nous rappelle un autre épisode qu'on a fait. Mais cette semaine, on voulait parler, en fait, de stratégie parce qu'il y a deux éléments qui nous ont marqué cette semaine, à savoir, la semaine passée, en fait, c'était la semaine nationale québécoise minière, donc la semaine québécoise des ressources. Je vous retrouve l'information. Bref. La semaine des mines, on peut La appeler semaine ça si des tu veux. mines. C'était la semaine des mines. Ouais. Puis, justement, ça m'a posé cette question-là parce que, bon, on s'entend maintenant aujourd'hui que les terres rares, tout cet enjeu-là, en fait, ça sort, puis ça sort de l'iceberg, ça devient au-dessus, en fait, de l'eau. On en parle partout. Moi, je veux savoir, on va en parler aujourd'hui, là. C'est quoi les terres rares? Pourquoi c'est un enjeu aussi stratégique? Quel est le rôle, en fait, du Canada, du Québec et quelle est l'importance et pourquoi, en fait, la Chine devient un aussi grand acteur, en fait, dans cette dimension-là. Donc, c'est notre premier sujet d'aujourd'hui. Et avant de se lancer, Mébarek, comme des plongeurs au 10 mètres. Ou comme Guillaume le Métier Vierge en haut d'un édifice. Je sais pas. J'ai écouté une chanson de Corias qui disait ça dernièrement. Ouais. Je sais pas, parce qu'il faisait pas quelque chose de. Il faisait pas du parachute, ce gars-là. Oui, il en fait encore, je pense. Guillaume. Allez, D'ailleurs, il vas-y. est passé à Tout le monde en parle, Guillaume, où il a dit quelque chose d'intéressant, où il disait qu'on n'a pas assez de dialogue en ce moment au Québec, puis on est trop divisé. Ouais, bref. Mais il a raison. Il a je suis raison. d'accord. Il a raison. Terre rare. Là-dessus, je sais pas pourquoi on en est venu à parler de Guillaume, mais j'adore. Continue. Guillaume! Terre rare. Oui, vas-y. On salue Guillaume qui nous écoute sincèrement. Ouais. Terre rare. Ouais. Juste pour faire une idée, les gens, on appelle ça terre rare, mais ce n'est pas rare. Donc, c'est choquant. Mais en fait, ça s'appelle terre rare parce que c'est très difficile de les séparer. C'est pour ça qu'on les appelle terre rare. C'est-à-dire qu'il y en a partout. En fait, il y en a partout de ces terres. Les Oui. terres rares, on peut compter le cobalt là-dedans, le prométhée. Bref, j'ai pas les noms, mais je sais qu'il y a par exemple tu vois le tableau périodique? Oui. Tu vois, il y a deux lignes en bas. Oui. La première ligne la première ligne de ces deux lignes-là, Oui. c'est ça les terres rares pour leurs propriétés qui soient électriques, électromagnétiques ou whatever. Bref, ce sont des terres qu'on peut retrouver dans les téléphones, entre Oui. autres. C'est des alliages et des métaux qu'on retrouve dans les éoliennes, entre autres. Oui. Pratiquement tout maintenant dans l'électronique a des terres rares. Littéralement. Les batteries dans votre voiture, les batteries dans votre téléphone, les éoliennes, les énergies, les énergies renouvelables, le solaire. Donc, tout en fait, c'est des composantes électroniques où on va essayer de transformer l'énergie ou d'amener une composante, en fait, pratiquement, on va avoir des terres rares. Donc, c'est quand même assez important comme enjeu, on s'entend. De plus en plus, on s'en va vers un monde qui est extrêmement technologique. Puis, il faut savoir, en fait, fun fact, la Chine, en fait, possède 60% des terres rares actuelles. Exploite en ce moment 60% des terres rares actuelles. Est-ce qu'elle possède dans le sens... Est-ce qu'on ne sait pas? Parce que en ce moment, elle exploite 60% des terres rares.
Est-ce que ça veut dire que d'autres pays, probablement que les autres pays aussi ont des terres rares. Donc, possiblement que ce chiffre-là pourrait diminuer ou augmenter. Mais la Chine est un énorme exploitant et producteur de terres rares. Donc, de ce fait, elle a un certain contrôle sur les enjeux géopolitiques mondiaux. Elle est un énorme fabricant de matériaux, d'objets, de produits. Donc, elle contrôle la ressource qui est extrêmement importante et les produits qui sont fabriqués et la connaissance de la fabrication des produits. Ces produits-là, exactement. Donc, c'est sûr qu'elle est un acteur central. Et là, la question qu'on se pose, ben, est-ce que finalement, est-ce qu'on va devenir dépendant de la Chine? Totalement. Selon la conjecture actuelle, je vais t'expliquer pourquoi en quelques points. Totalement. Juste pour revenir premièrement sur le paradoxe du mot terre rare, c'est que c'est ça. De ce que j'ai compris, c'est que il y en a partout dans le monde des terres rares. Oui. C'est que il y a ce concept de rentabilité qui rentre en jeu, c'est-à-dire que il n'y a pas la même concentration de ces terres rares partout dans le monde. De ce que j'ai compris, c'est que les extraire, c'est un processus extra polluant et extra coûteux. Donc, on n'ouvre pas une mine dans un endroit où est-ce que la concentration de ces minéraux-là de ces minéraux ne sont pas assez hauts. Donc, il y en a au Canada, il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis, il y en a partout, mais tu vas voir là où les mines se trouvent de métaux rares, c'est là où est-ce que c'est rentable en fait. Ouais. Puis ce concept de rentabilité-là, je vais revenir plus tard dans mon raisonnement. C'est que la Chine qui, en ce moment, a un quasi-monopole. Tu viens de parler pour reprendre tes chiffres, 60%. La Chine représente 60% de la production mondiale. Moi, le chiffre que j'ai vu, c'était 70% de la production mondiale de métaux rares. Or, disons 60 à 70%. 2 tiers à peu près. Exactement. Ouais. Or, elle a seulement 40% des réserves mondiales de métaux rares. Donc, tu comprends qu'elle en fait une énorme... elle en exporte énormément. Tout à fait. Donc, l'exportation de ces métaux rares-là, ça fait partie d'une stratégie énorme du Parti communiste chinois, qui d'ailleurs, on en a parlé dans les dernières semaines, où est-ce que Xi Jinping s'était autoproclamé président à vie de la Chine et du Parti communiste chinois, ouais. Et où est-ce qu'il avait fait un discours de je ne sais plus trop combien de temps, où est-ce qu'il axait le destin de la Chine autour de plusieurs points stratégiques. Là où je veux en venir. Ouais. Les métaux rares c'est une pierre angulaire du projet chinois. On a longtemps parlé de projet hégémonique américain, ouais. Le projet des États-Unis de s'installer économiquement et culturellement, mais la Chine, par les métaux rares, les métaux, en tout cas, ce que je veux dire, l'exploitation de ces métaux rares représente la fenêtre d'opportunité à la Chine, pour que la Chine se développe beaucoup plus que ce qu'on pense. D'autres pays exploitent des métaux rares. Par exemple, il y en a en Amérique du Sud, il y en avait même eu aux États-Unis pendant un certain moment. Je vais te donner un fun fact. Je t'écoute. Les métaux rares, en fait, les terres rares sont 200 fois plus abondantes sur Terre que l'or ou le platine. Ouais. Donc, on n'en manquera pas. On n'en manquera pas. C'est que l'extraction de ces métaux est ultra polluant. Ouais. Donc, tu comprends pourquoi la Chine est un endroit qui en exploite énormément. Parce que là-bas, les normes environnementales, il n'y en a pas. Ouais. Fun fact, il y avait une mine de métaux rares aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis, à la frontière entre le Nevada et la Californie. C'est la frontière de Mountain Pass, quelque chose la minière Mountain Pass qui exploitait des métaux rares. Ce qui arrive, c'est que c'était extra polluant. Puis ça coûtait extrêmement cher à produire. Parce que dans le fond, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a beaucoup dans la terre, mais l'extraction, elle coûte ultra cher et elle est extra polluante. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire aux États-Unis, dans toute la foulée écologiste, et j'en enlève rien à la foulée écologiste, là. C'est juste que on a décidé de délocaliser toute cette exploitation des métaux rares en Chine, où est-ce qu'en Chine, ils foutent des produits chimiques dans la terre à en plus finir pour exploiter ces métaux-là, parce qu'eux, ils ont comme je l'ai dit, des normes environnementales. Ils n'en ont pas. Non, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. C'est pas le même standard. Il y en a beaucoup Fais moins. attention. Il y en a beaucoup moins, puis je suis d'avis que s'il y a une catastrophe écologique, ils sont prêts à la cacher. Puis ça a été l'histoire nous l'a dit. C'est probablement vrai, oui. Donc,
pour répondre à ta question initiale, est-ce qu'on va devenir de plus en plus esclave de la Chine par rapport aux métaux rares? Parce que dans toutes les recherches que j'ai faites par rapport à ce sujet-là, il y a un TED que j'ai écouté d'un Français qui était vraiment intéressant, que lui, il présentait tout cet enjeu des métaux rares par la fenêtre d'analyse de la transition énergétique. Oui. Parce que beaucoup de pays, beaucoup de conglomérats, de lobbies appellent les métaux rares the new oil. C'est le nouveau pétrole. Parce qu'en fait, on veut une transition énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut plus de batteries, on veut plus d'éoliennes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça prend de ces métaux rares-là pour les créer. Oui. Et on se confronte à un gros paradoxe qui est que l'exploitation de ces métaux rares-là qui nous permettent de réaliser ces projets de transition verte, les batteries, les éoliennes, name it. Ben, c'est dégueulasse pour la planète. C'est un peu pas lui qui se mord la queue, tu sais. Un peu le chien qui se mord la queue. Une petite belle image. Mais à ce niveau-là, c'est là où en fait le Québec, à travers plusieurs institutions, à travers un programme extrêmement ambitieux au niveau gouvernemental, aimerait en fait devenir ce qu'il appelle la batterie de l'Amérique du Nord en fait. Parce que bon, on va se le dire. Ça va être nous qui va produire pour le... Oui, parce que bon, on va se le dire, les États-Unis et la Chine sont en ce moment dans une forme de guerre stratégique ou un conflit stratégique. Je ne risquerais pas à dire si c'est une guerre en ce moment. Je pense que c'est une définition qui est un petit peu large. Mais bon, parenthèse, ça veut dire qu'en ce moment, les États-Unis doivent se positionner sur la Chine, à savoir si ils vont défendre Taïwan de façon claire et nette, parce qu'en ce moment, les États-Unis jouent une certaine position d'ambiguïté avec Taïwan. Ça a toujours été ça, les États-Unis. Oui. C'est toujours été c'est de l'ambiguïté stratégique qu'ils appellent. Comme la Première Guerre mondiale aussi, Deuxième Guerre mondiale, ils se sont toujours embarqués au moment où ils voyaient qu'il y avait des Voilà. intérêts. Et en ce moment, avec Taïwan, c'est ça. Parce que parenthèse, Taïwan en ce moment est une région qui est semi-autonome en Chine. En fait, ils ont leur propre monnaie, leur propre gouvernement, leur propre... Donc, ils sont vraiment autonomes. Mais pour la Chine, c'est une province chinoise. Bon, les États-Unis se disent, si je ne défends pas Taïwan, je laisse de la place à la Chine et j'envoie un message à tous mes alliés de la région, on pourrait dire Asie-Pacifique, c'est-à-dire le Japon, la Corée du Sud, d'une certaine forme l'Australie, dans une certaine mesure les Philippines et autres, que je recule. Donc, c'est une position d'une certaine forme de défaite. Certain. Par contre, si je dis je vais intervenir pour protéger Taïwan, si Taïwan soit déclare son indépendance ou est attaqué par la Chine, à ce moment-là, j'entre dans un conflit direct avec la Chine. Et est-ce que c'est ce que je cherche? Une autre question. C'est une autre question. Donc, en ce moment, les États-Unis sont toujours positionnés un peu sur le statu quo et essayent un peu de danser parce qu'ils préfèrent le statu quo finalement de se positionner pour ou contre. Mais ils vont peut-être avoir à le faire dans le futur. Mais... Pour revenir aux terres rares, oui. Les États-Unis... Oui. Là, si je comprends un peu ton raisonnement, est-ce que je te vois venir? Est-ce que c'est que les États-Unis veulent justement éviter ta question de départ qui est être à genoux par rapport à la Chine, par rapport aux terres rares? Est-ce que dépendre à ce point-là de la Chine, des terres rares, est-ce que c'est stratégiquement bon? Non, je pense pas. Non. Parce que tu parlais de Taïwan, tu parlais de stratégie. Donc, est-ce que dépendre de la Chine, c'est stratégiquement bon pour les États-Unis? Ben non, ben clairement pas, parce qu'on va se le dire, c'est une faiblesse pour les États-Unis en ce moment. C'est, comme tu dis, tous les entreprises maintenant se tournent vers cette transition-là énergétique, en tout cas la majeure partie. Là, ils doivent s'approvisionner en terres rares quelque part, en batterie quelque part. S'ils ne le font pas localement, ben, ils sont obligés de le faire en Chine. Donc, oui, il y a une forme de dépendance. Et ça pour la Chine, en fait, c'est une carte dans son jeu. Puis si on joue au poker en ce moment, si on joue au jeu d'échecs, c'est comme s'il y avait... pas une reine de plus, mais il y avait une tour de plus. Certain. Ce que les États-Unis n'ont pas. Certain. J'avais une idée en tête qui était... Vas-y. Peux-tu juste me rappeler ta dernière phrase, comme ça me remettre dans le bain? J'avais vraiment une idée bonne. Tu parlais de... Je disais que la Chine avait c'était comme une tour en fait de plus dans le jeu d'échecs. En fait, c'est un morceau de plus dans le jeu d'échecs pour la Chine d'avoir le contrôle des terres rares. Fun fact, je l'ai. Merci. Vas-y. Savais-tu que les États-Unis, avec le Japon et l'Union européenne, ont porté plainte
à l'organisation, le World Trade Organization, Ouais, le WTO. exactement, pour dénoncer ce monopole chinois. C'est-à-dire que c'était quoi le plan chinois pour se doter de ce monopole-là? Donc, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, il y avait la mine aux États-Unis qui s'est décentralisée. On a tout décentralisé la production en Chine. Ouais. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre là-bas, elle vaut absolument. Je veux dire, ils les payent aucun. Il y a des usines à suicide en Chine. Donc, ça donne une idée. Tu sais. Faut faire attention. La Chine, c'est pas non plus. C'est plus le cheap labor que c'était non plus. Mais bref, payer un Américain dans le Nevada, c'est pas comme payer un Chinois dans le sud de la Chine pour exploiter des terres rares. Payer un Américain dans le Nevada, c'est pas la même chose que payer un ingénieur en Inde non plus, dans le sens que Non, exact. Non, je suis tout à fait. c'est un enjeu qui va au-delà de la Chine. Je comprends ton point. Ouais. Je comprends ton point. Mais bref, Oui. on continue dans mon raisonnement. OK. Deuxième dimension, deuxième front sur lequel la Chine s'est attaquée pour se doter de ce monopole-là, c'est la remontée de filières chinoises qui vont profiter, qui vont exploiter certes les métaux rares, mais aussi les transformer. Par exemple, on peut penser à Huawei, un géant de télécommunications qui... Tu peux pas créer des satellites ou des téléphones ou des caméras sans métaux rares, on l'a dit tout à l'heure. Donc, ils misent vraiment sur la production d'entreprises chinoises qui vont faire vivre cette économie des métaux rares. Et la troisième dimension sur laquelle ils ont misé pour se doter du monopole des terres rares, c'est l'imposition de quotas et d'impôts sur l'exportation de ces métaux rares à l'étranger. D'où le fait que les États-Unis et l'Union européenne et le Japon, ils ont dit hey, nous, on ne peut pas se développer si on a à payer, en plus de leur donner ce monopole-là, on leur paye une imposition sur les... Tu comprends? Ouais. Donc, ils ne jouent pas fair play. Exactement. Mais en 2015, ils ont eu gain de cause. Mais ça te démontre comme... Qui a eu gain de cause? La Chine ou les États-Unis, l'Union européenne et le Japon ont eu gain de cause. Donc, ils ont réussi à supprimer ce quota d'exportation-là, puis d'imposition. D'ailleurs, fun fact, j'ai vu dernièrement qu'il y avait une pénurie de, par exemple, des Samsung S11, 12. Le dernier Samsung qui vient de sortir, il y a une pénurie. Rendu à... Ouais, 12? Oui, il y a une pénurie, donc S12, on n'arrive plus à en S11. produire parce que les terres rares sont rares, mais malgré le paradoxe de leur nom, qui ne sont pas du tout rares, c'est qu'il y a une certaine game autour de ça. Je sais que les PS5, ils s'en font plus, une pénurie parce qu'ils sont plus capables d'en faire. Faut préciser aussi, en fait, qu'on parlait tantôt de la Chine produit en ce moment à peu près le 2/3. C'est ça. Entre 60 et 70%. En fait, avant, elle produisait 90% des terres rares. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que... Elle a diminué, pourquoi? Pour faire monter les prix. Donc... Ah. Donc, un peu le principe du pétrole, on va se le dire, c'est l'offre et la demande. The new oil. Et voilà. Donc, effectivement, est-ce qu'on change de paradigme? Ben, à l'émission Apéro, on est souvent un peu en train de se questionner genre ces changements de paradigme. Là, est-ce qu'on est dans un changement de paradigme? Ben, totalement. Oui et non. Totalement. Oui et non. En plus, ça change, c'est pareil. C'est bon ça pour rappeler un de nos épisodes, mais c'est paradoxal tout ça. Je veux dire, par exemple, on parlait de transition énergétique, elle ne peut pas se faire sans ça, sans l'exploitation et la rentabilité de ces métaux rares-là. Tout à fait. Mais c'est là où le Québec... On ne change pas. C'est-à-dire, le TED dont je t'ai parlé tout à l'heure, il faisait état de quelque chose, c'est que... Puis c'est philosophique, là, t'en penseras ce que t'en veux, puis les auditeurs aussi en penseront ce qu'on veut, c'est que les progrès techniques suivent pas les progrès humains, social et le questionnement sur le sociétal ne suit pas le progrès technique. C'est-à-dire, maintenant, le progrès technique est tellement rendu fou. On crée des affaires pas de bon sens, mais l'éthique et la gestion de ces affaires-là, ça suit pas. C'est un modèle, je trouve, qui est extrêmement néo-capitaliste. C'est-à-dire que... On voulait se débarrasser du pétrole, puis on en crée un nouveau. Ouais. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu sais, on dit... les entreprises maintenant, puis tout le monde, on tourne au vert. Oui, c'est vrai, dans une certaine mesure, mais il faut comprendre que les entreprises répondent aussi à la demande des consommateurs. Les consommateurs veulent quelque chose de plus vert. Si c'est plus vert, si la voiture électrique elle paraît plus vert, ben, on va juste se tourner vers l'électrique, en fait. On crée le même besoin, tu sais. On change le besoin de voiture à essence vers une voiture électrique. Est-ce que c'est plus écologique? Ça, c'est une question. Parce qu'on a posé la question, en fait, construire, déconstruire, à l'apéro 3. J'aime ça faire des liens avec nous. Mais d'ailleurs, dans cet épisode-là, construire, déconstruire,
on parlait d'énergie renouvelable, si je me souviens bien. Oui. Les terres rares, which is the new oil, Le le nouveau pétrole. Savais-tu que c'était juste 1% de cette production-là qui était recyclée? C'est-à-dire qu'on a la technologie pour recycler une plus grosse partie de cette production de terres rares-là. Par exemple, quand tu jettes ton téléphone, quand tu jettes une batterie de voiture électrique, par exemple aussi. Mais ça coûte trop cher, le procédé pour récupérer ces terres rares-là. C'est-à-dire que c'est pas rentable. Par contre, d'ailleurs, Pour revenir sur la rentabilité. fun fact intéressant. Je t'écoute. Au Québec, on a construit la première usine de recyclage des terres rares hors Asie. Ah oui? Oui, quand même. Et d'ailleurs, ça me revient à mon point de départ, en fait, parce que... Le Québec veut se positionner là-dedans. Oui, hein? et je pense que le Québec... En fait, on avait dit au début de l'émission, au milieu de l'émission, que le Québec voulait devenir la batterie d'Amérique du Nord. Et probablement qu'il a tous les atouts pour réussir, en fait. On pense... Quand on regarde à plusieurs conditions, en fait, de développement d'une industrie, c'est-à-dire l'industrie de la batterie, puis toutes les composantes qui viennent derrière, donc la matière première, on a les institutions, les universités, Montréal comme étant un hub, on a Hydro-Québec avec son centre de recherche, on a la matière première, on a les entreprises pour le faire, puis on a un bassin de consommateurs qui ne veulent pas acheter en Asie, justement, cette matière-là. On a le triple 7, là, comme si on parlait de Vegas tout à l'heure. On a la flush. Au jeu d'échecs, là, en ce moment, on les a tous nos pions. Là. Donc, je pense que le Québec, bon, on peut être d'accord ou pas à savoir est-ce que c'est écologiquement une bonne nouvelle ou pas. Ça, j'ai ma question là-dessus. Mais d'un point de vue économique seulement, industriel pour le Québec, je pense qu'il y a effectivement un énorme potentiel pour le Québec de devenir la batterie de l'Amérique du Nord et de dire, ben, nous, on va fournir les États-Unis parce que c'est fou de penser que même les États-Unis, avec leur énorme usine à la Tesla, les méga-usines qu'ils construisent, ne fourniront pas la demande pour les voitures électriques et ils ne fourniront pas la demande pour la terre rare. Fun fact sur ce que tu viens de dire. On va tellement en consommer, j'ai un fun fact là-dessus. Savais-tu que dans les 30 prochaines années, on va consommer davantage de métaux que ce que l'humanité, de métaux rares, que ce que l'humanité en a extrait dans les 70 000 dernières années de ces métaux-là. Tu te rends compte? C'est-à-dire que la prochaine génération va consommer plus de métaux rares que les 2500 dernières générations. Pour te dire à quel point c'est un métaux rare qui est de plus... ces métaux-là sont de plus en... Ils font partie intégrante de notre quotidien. Il n'y a rien qui fonctionnerait sans terres rares. Encore plus que le pétrole. Encore pire que le pétrole. Encore plus que le pétrole. Tu penses qu'on va être encore plus dépendant aux terres rares qu'on va être au pétrole? Plus, beaucoup plus. Puis il est moins recyclable, en fait. C'est parce que c'est pas rentable. Le recycling n'est pas... Mais il va le devenir, peut-être. Est-ce qu'il va le devenir? Peut-être. J'en reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, que le progrès humain, le progrès social ne suit pas ce progrès technique-là. Il est pas à jour. Là. S'il est rentable, on le fait. S'il ne l'est pas, on le fait pas. Puis c'est la preuve de l'archaïsme du progrès humain. Je sais pas si tu comprends. On n'est pas rendu là où le progrès technique est. On n'est pas calibré, tu comprends? Une expression, en fait. Je pense qu'on est toujours en mode survie aujourd'hui, autant qu'on l'était comme les hommes des cavernes. L'humain est toujours en mode survie, c'est juste que ce mode-là, en fait, a changé. Avant, ce mode de survie-là, en fait, c'était faut que je chasse mon mammouth. Puis aujourd'hui, c'est faut que je fasse de l'argent. On court après l'argent, autant qu'on court après le mammouth. Donc, l'humain a toujours été en mode survie. Puis aujourd'hui, la meilleure manière de survivre, c'est d'accumuler de la richesse pour pouvoir, après, avoir une qualité de vie, donc le redépenser sur autre chose, puis pouvoir, en fait, avoir le choix, parce qu'on peut tout acheter de l'argent aujourd'hui. Donc, l'argent, en fait, c'est le mammouth d'aujourd'hui. Mais tu vois comment la géopolitique est intrinsèquement liée à notre quotidien, puis à tout ce que tu viens de dire, là, qui fait... Tu as fait l'éloge de notre quotidien, quoi, en disant tout ça, là, tu sais. Ouais. Tu vois à quel point un monopole chinois de minier peut te toucher, toi, dans tes décisions, par exemple, politiques. Par exemple, est-ce que tu es... Les gens doivent comprendre... En tout cas, j'ai pas envie de faire un... Philosophie reggae. Ouais, j'ai pas envie de faire mon philosophe de... Mais les gens doivent comprendre que, par exemple, quand tu vas voter, vote pour quelque chose qui sonne avec le gros bon sens. On est trop dans des logiques
De ce que j'ai compris de ce que tu viens de dire, on est beaucoup dans des logiques rentières, dans des logiques très... Tu sais, tu parles de néo-capitalisme et tout, on est tout le temps là-dedans, on est tout le temps dans l'argent va faire notre... Ouais. C'est notre référent de... Quand ça va bien, c'est qu'on a de l'argent, puis dans le fond, tu sais... Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas juste ça en même temps. Je veux dire, on parle de terres rares, c'est le fun. Je regarde notre épisode en ce moment sur ce bel ordinateur qui a des terres rares à l'intérieur. Donc, tu comprends, les terres rares... Il y a des terres rares dans mon ordinateur. Puis l'émission qui, en ce moment, est diffusée partout sur Facebook, fonctionne sur ton ordinateur qui, lui aussi, a des terres rares. Il n'y a rien de tout ça qui serait possible sans terres terres rares. En fait, est propulsé par une caméra qui est probablement inclus des terres rares. Et ton micro, probablement, tu sais, comme... Tu sais, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Intimement lié à la géopolitique, savais-tu que... Pour revenir un peu dans l'aspect géopolitique de la chose, savais-tu qu'il y a 2 endroits... que les gens, c'est contre-intuitif de penser que c'est des endroits où les terres rares sont ultra concentrées. Le Groenland. Donc c'est pour ça que les gens doivent être conscients que un front de guerre dans les prochaines décennies qui va être très important, ça va être la course à l'Arctique. Ah oui. Parce que c'est un endroit qui n'est encore pas du tout. Pétrole, terre rare, name it. Deuxième endroit, il faut comprendre pourquoi. La Corée du Nord et regorge de terres rares. Je crois que c'est selon certains spécialistes. Donc, tout à l'heure, tu disais que la Chine, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils en produisent, on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils en ont. Pyongyang, donc, en Corée du Nord, on sait encore moins. Selon certains spécialistes, géologues occidentaux, ça serait la première réserve mondiale serait en Corée du Nord de terres rares. C'est pour ça que la Corée du Nord fait encore autant partie du pays gros comme ça. Oui, mais c'est première réserve de terres rares au monde. Parce que on parlait tout à l'heure de concentration des terres rares, il y en a partout, on le rappelle à tout le monde. Mais la concentration de ces terres rares, c'est ce qu'on recherche parce qu'on cherche la rentabilité. Ça doit rentrer dans l'ogive, dans le détonateur d'un ogive nucléaire. Sûrement que ça doit être plein de terres rares, leurs ogives nucléaires. Mais tu comprends pourquoi... Tu sais, des fois, on se pose la question, pourquoi si petit État, Rocketman, comme il l'appelait Trump, pourquoi on y accorde autant d'importance? Ben, peut-être parce qu'il y a un énorme gisement de terres rares, ou parce que... D'ailleurs, c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs, puis c'est un pion important. Oui. Autant que le Groenland, autant que l'Arctique, puis... C'est des pions. Mais c'est des pions. Mais le pion fait gagner le match à la fin. Parce que le pion se rend, change la pièce, gagne le match. Puis, qui est le plus grand allié de la Corée du Nord? C'est la Chine. La Chine qu'on voit tellement, ces terreurs-là. C'est pour ça que la Chine ne défend pas la Corée du Nord comme elle le fait en ce moment, est-ce que certains pays l'auraient déjà envahi? On va savoir. Possible. On va savoir. Possible parce que, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on envahit un pays. Donc, c'est sûr qu'après, il y a eu la menace nucléaire, il y a plusieurs éléments, mais ça reste que, effectivement, c'est bien de le dire, on joue aux échecs en ce moment à travers le monde, et un pion, autant petit soit-il, peut avoir un impact pratiquement exponentiel sur le jeu. Et le Québec, qui est aussi on pourrait dire un pion. Oui, ça m'a vraiment marqué, hein, ça. Le fait que le Québec veut être un acteur important des terres rares, parce que c'est avant-gardiste, c'est pas quelque chose que tu veux mettre nécessairement dans un programme électoral, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde? C'est comme, moi, je veux être leader en terres rares. Est-ce que ça parle autant que... Pas en terres rares, mais c'est que les terres rares, c'est un morceau dans l'échelle. C'est l'un des éléments à prendre en compte. Mais le Québec a toujours été, et le Canada en général, a toujours été, si on regarde au niveau économique... quand même bon en mine, eux autres, là. On sort extrêmement de ressources naturelles partout au Québec et au Canada. On extrait beaucoup de ressources naturelles. C'est l'une de nos forces. Puis, en ce moment, géostratégique, on veut devenir... Tu sais, on a cette carte-là pour les États-Unis. Puis, on sait que eux, tu l'as dit, nous, on a l'électricité au Québec. On a cette force-là. Donc, probablement que c'est l'une des forces qu'on va utiliser dans le futur, c'est certain. Donc, on va se positionner peut-être favorablement, en fait. Est-ce que c'est bon pour l'environnement ou non? Ce sont une question, mais économiquement... il y a un débat à avoir là-dessus. Stratégiquement, oui. Il y a un débat à avoir là-dessus. On parle de... Je reviens encore au changement de paradigme. Tu parlais tout à l'heure. Est-ce que... Je trouve ça un peu paradoxe. Je trouve ça bizarre. Juste changer le bobo de place. À la place de vendre des voitures électriques, tu vends des voitures que... J'ai vu qu'il y avait quelque chose comme 10 kilos de métaux rares par exemple, dans une Prius, il y a 10 kilos de métaux rares. J'ai vu ça dans un reportage de Le Monde. Ouais. Donc, ça donne une idée. Tu sais, je pense que dans nos téléphones, c'est 0,5 grammes par téléphone.
Puis vous avez regardé la demande prévue de vente de voitures électriques, parce qu'au Québec, pour 2035, on va être 100% voitures électriques, c'est-à-dire Ouais. ne plus vendre de voitures voitures à à essence. essence. Donc, dis-toi, fait 10 kilos fois... Tu sais, tu disais tantôt que on consomme plus de métaux rares que les 70 000 dernières années. Ben, probablement que dans quelques années, dans quelques décennies, on va consommer plus de métaux rares qu'en ce moment et que les Non, mais 70 000 dernières années. c'est certain. Ben, il y a une chose qui n'est pas rare, par contre, à l'apéro, c'est d'avoir du plaisir. Et c'est un immense plaisir de faire cet apéro sur les terres rares. Donc, on se situe sur une petite phrase que j'ai entendue dans toutes les recherches que j'ai faites là-dessus. C'est il y a pas de métaux qui sont rares. La seule chose qui est rare, c'est la matière. Il n'y a pas de matière rare. La seule chose qui est rare, c'est la matière grise, en fait, pour pouvoir les gérer. Pour pouvoir bien les gérer. C'est beau. C'est beau, cette Matière phrase-là. Matière grise. Celle-là est rare en Titi. Mais j'espère qu'on en a un petit peu à apéro. Ben, j'espère qu'on ramène certaines pistes de réflexion, du moins. Parce que, tu sais, j'espère, parce que là, on vient de faire de la philosophie, de la géopolitique, puis de la, tu sais. Ouais. Pas pire. Parlant de matière grise, avant, ben, on peut faire une petite transition. On fait une transition? On fait une transition. On dirait qu'il y a quelque chose qui... Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait rire? La transition n'est pas faire. Je voulais te demander au niveau de ta matière grise ce que tu pensais de la saga de Marie-Pierre Morin. Ok, c'est bon. En esti, je comprends pourquoi tu Pas riais. pire transition, C'est tellement bon. Ah, il en manque. Avant qu'on passe au prochain sujet, Il en manque. penses-tu? Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Marie-Pierre Morin, qui est cette vedette québécoise qui a été reconnue publiquement coupable. Tu dire coupable. Non, publiquement coupable. J'ai pas dit légalement Non, coupable, c'est mais ça. publiquement du moins. Du moins, le tribunal public l'a reconnu coupable de méfaits, puis c'est très bien. Là. Donc, on rappelle le tenu propos raciste et mordu Safia Nolin, chanteuse elle a québécoise. fait d'autres choses. Il y a 5 personnes de la presse qui ont identifié qu'elle a fait d'autres événements par rapport à ça. Elle a passé à Tout le monde en parle. Ça fait quand même 9 mois qu'elle est sortie de l'univers public. Et Une petite pause. Ça a pris une petite pause. Hein? Là, Pause pour se recentrer commence sur elle-même. à retourner des séries. Ouais. Et elle passe à Tout le monde en parle. Elle a reconnu finalement, c'est tard, elle a aussi associé à l'alcoolisme. Qu'elle avait un alcoolisme dépendant. Elle a reconnu qu'elle n'était pas la même personne. Elle consulte maintenant un psychologue. Elle a fait une retraite fermée. Bref, elle a mis carte sur table. En tout cas, c'est l'objectif. À Tout le monde en parle. Toi, t'en penses quoi de ça? Moi, je sais pas pourquoi. As-tu regardé Tout le monde en parle? Oui, je l'ai vu. Finalement, tu m'avais dit de l'écouter, je l'ai vu. Ouais. J'ai vraiment pas envie de faire du hate ou whatever, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on s'acharne au Québec à essayer de réhabiliter des figures, des célébrités qui n'ont pas à être réhabilitées. Je veux dire, il y a plein de gens qui attendent de prendre sa place là en tant que. Non, mais est-ce que tu veux que la vedette je veux dire l'idole de la jeunesse soit. Attends. Excuse-moi. Ça, c'est du live. Donc, on est sérieux, toujours dans le coude. Ben oui. Mais, à 2 mètres. À 2 mètres. Pourquoi on s'acharne au Québec à réhabiliter des figures controversées, et pas controversées sur leurs idées ou leurs opinions, mais controversées sur des faits, des gestes qui sont complètement pas faisables. On s'acharne à réhabiliter Joël Legendre qui s'est touché les parties génitales dans un parc devant un policier. Alors, pourquoi on s'acharne à le réhabiliter? Il s'est montré le spritz. Il s'est montré le spritz devant le Sprat, tu vois. Je veux dire, non, mais pourquoi on s'acharne à le réhabiliter? Il y a plein d'autres personnes, il y a plein d'autres gens on l'a pas revu d'ailleurs. Ben oui, on l'a revu. Il est revenu dans le paysage social. Ah ouais? Totalement. Comme Marie-Pierre Morin va le revenir. Est-ce qu'on l'a vu autant que le policier a vu? Ouais, je sais pas, son spritz. Par contre, il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans, dans cette... c'est qu'avant, il y avait au niveau des vedettes, on va se dire, années 80, 90, même 2000, il y avait une impunité absolument absolue au niveau des vedettes. C'était le showbiz. C'était le showbiz. Puis c'était des gens qui étaient intouchables. Tu sais, on les voyait comme des vedettes, on n'avait aucunement accès à eux. Puis on peut parler des réseaux sociaux aujourd'hui comme quoi ça a un impact négatif. Mais à ce moment-là,
aujourd'hui, tu as une personne qui apparaissait intouchable, là, peut-être 2 ans, qui a reconnu plusieurs choses puis qui a fait un processus d'introspection. Je veux dire, je me dis quand même, moi, je crois aussi à la réhabilitation. Je veux dire, je suis personne comme ça. Puis, je me dis, au moins, regarde, il y a un travail qui a été fait. Puis, c'est un travail qui a été fait aussi de dire, regarde, pour les prochaines personnes qui vont passer à travers ça, reprenez vous en main, puis posez-vous la question, ce que je fais en ce moment, est-ce que c'est... Je veux dire, je pense qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Non. Pourquoi réhabiliter elle? On sait qu'elle tient des propos racistes du genre dire à un acteur noir, hey, dans ta veste, tu l'as volé, ou bien as-tu assez d'argent pour t'acheter du poulet frit, qui s'adonne à des stéréotypes et des stigmas aussi dégradants envers certaines communautés. Safia Nolin, qui vient d'ailleurs, qui a des origines algériennes et berbères, elle l'a fait sentir comme si c'était un monstre, elle l'a mort, elle a des attouchements sexuels. Pourquoi on s'acharne à la réhabiliter? Je veux dire, qu'elle soit réhabilitée socialement, qu'elle ait le droit d'aller travailler comme tout le monde, oui, mais qu'elle ait une tribune. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi on donne une tribune aux gens qui ont des opinions et qu'on sait d'eux qui vont pas faire nécessairement l'éloge d'une certaine façon, que ce soit publiquement ou de façon privée, de comportement aussi dégueulasse. Mais je te pose la question justement à ce point-là. T'as pas tort, en fait. Je vois ton point puis je le partage de cette façon. Mais, tu sais, mettons, là, je fais une analogie. Si je vais sur l'autoroute puis je roule 150, ben, il y a une conséquence à ça. Si je me fais prendre, ben là, la police va m'arrêter, telle affaire, telle chose. Si je commets un crime, ben, il y a une conséquence à ça. On se fait enseigner très très jeune qu'on a toujours des conséquences à nos actions puis qu'on doit assumer ces actions-là puis vivre avec les conséquences. Là, ce qu'elle a fait, c'est quoi la conséquence? C'est ça la question. On est dans une zone grise. C'est ça. Non, mais justement, la conséquence, c'est pas qu'elle n'ait plus le droit de travailler. Elle va avoir moi, tant qu'à moi, qu'elle travaille encore dans le showbiz, mais derrière la caméra. Et tout cet aspect de... Je comprends ton raisonnement, mais tout cet aspect de tribune, tu ne plus... C'est un privilège d'avoir une tribune. Donc, toi, ce que tu dis, c'est une personnalité publique. Personnalité publique, exactement. L'année passée, le show de la rentrée, le show de l'après-balle, ou je sais pas quoi qu'ils ont fait pour tous les étudiants du secondaire du Québec qui n'avaient pas eu accès au bal à cause de la pandémie. Et ben, c'était donné par qui? Ça a été animé par Marie-Pierre Morin et par Julien Lacroix, qui sont deux personnes qui ont tenu des... Ils sont pas du tout des modèles en ce moment. Exactement, qui sont pas supposés être des modèles pour la jeunesse, qui, oui, méritent de travailler. Mais sérieusement, là, s'il y a une compagnie qui veut engager Julien Lacroix pour faire un show privé, ça me dérange pas. Si Marie-Pierre Morin, elle a le droit de travailler, mais derrière la caméra, en tant que productrice, réalisatrice, scripteuse, whatever, je m'en fiche. Mais avoir une tribune, passer par exemple dans un gala juste pour rire, où est-ce que des jeunes enfants, t'es l'idole de jeunes enfants, ou bien Marie-Pierre Morin qui devient l'idole de... Hey, Kevin Spacey, grand acteur américain, il ne fait plus de films, il ne fait plus de séries. On l'a cancel culture parce que c'est la cancel culture en ce moment, puis je la condamne à certains égards et je suis totalement d'accord à certains autres égards. Kevin Spacey, s'il y a quelqu'un qui veut l'engager pour faire des séries, right. Même chose pour Marie-Pierre Morin, si elle veut faire mais qu'elle revienne dans le paysage public puis devenir l'idole d'une génération, il faut pas que ça devienne non plus une icône de j'ai le droit de faire des erreurs aussi intenses que tenir des propos racistes, puis c'est pas grave parce que il y a une conséquence, puis j'ai subi ma conséquence, puis comme tu dis, quelle conséquence qu'elle a eu? I don't know. Je sais pas, mais je te demande la question en fait. La question que je te demande, c'est que on a jugé que ces polos, et avec raison, étaient répréhensibles. Aucun doute là-dessus. Maintenant, tout ce qu'on fait qui est répréhensible a une conséquence. Donc, si moi, je fais une blague sur le petit Jérémy, d'ailleurs, Mike Ward fait un peu cette blague-là aussi. Ah, c'était bon ce mime-là. Ouais. Si moi je fais une blague sur le petit Jérémy, je paye 42 000 $. Bon, la conséquence est facile. Non, mais si moi, je fais une action qui est répréhensible, la société me dit, si tu veux continuer à vivre dans la société, il faut que tu aies une conséquence. Parce que sinon, n'importe qui le fait, puis il n'y a aucune conséquence. Donc, s'il n'y a pas de conséquence, pourquoi je m'arrêterais de le faire dans ce sens? Tu sais, je veux dire, si moi, j'ai pas de conséquences en roulant 120 sur l'autoroute ou 150, ben, je vais continuer à le faire parce que j'ai l'impression d'avoir, en fait, aucune limite. Donc, c'est un peu le principe. C'est quoi la conséquence de ça? C'est une zone grise.
Je pense. C'est ça le problème, en fait. En fait, tu me fais prendre conscience que mon opinion n'est pas nécessairement aboutie par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai cette opinion de base qui est que je suis écœuré qu'on essaie de réhabiliter des personnalités publiques dans le paysage médiatique québécois qui ne valent pas nécessairement la peine d'être réhabilités. Joël Legendre, Marie-Pierre Morin, whatever, name it. Mais Joël Legendre, faut le dire que c'est mis vraiment où, tu sais, il a mis carte sur... il a mis ball il était sur plus table. que livre ouvert, là. Ouais. La braguette ouverte, honnêtement. Ouais. Tu sais, il y a cette idée de base que moi, je me pose la question sur pourquoi on essaie de réhabiliter tous ces gens-là. Et il y a aussi que je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui fait partie de la cancel culture. Ouais. De genre canceller quelqu'un parce qu'il a mordu quelqu'un et était raciste. Moi, c'est le racisme. C'est le racisme. Oui. Le racisme puis le sexual assault, c'est quelque chose qui sont impardonnables pour moi. Non, mais c'est... Que tu tiennes des propos limites, par exemple, ultra conservateurs ou bien ultra de gauche, que tu tiennes des propos politiques. Borderline. J'ai pas envie de parler non plus du politiquement correct parce qu'il y a toute cette polémique de l'empire du politiquement correct. Là, on peut plus rien dire, c'est pas ça. Mais genre, moi, il y a deux affaires que tu peux pas parler publiquement. Tu peux le penser dans ta tête à la limite. Je m'en fiche, il va y avoir un travail à faire sur toi-même qui viendra peut-être un jour, mais publiquement devant une caméra ou ben quand tu fais preuve d'autorité, pas d'autorité, mais quand tu es reconnu socialement par whatever, Marie-Pierre Morin ou maintenant un grand humoriste, tu peux pas ni faire de sexual assault ni tenir des propos racistes. Ça c'est no. C'est un no zone. Ça c'est certain. Ça c'est certain. C'est la zone rouge. C'est inacceptable. À ce moment-là, c'est quoi la conséquence? Mais en même temps, je viens de me contredire avec Kevin Spacey qui a fait des sexual assault. Puis, je sais pas si tu comprends. Tu comprends pourquoi mon idée n'est pas aboutie nécessairement. Oui, ben, c'est parce que c'est très, comme je te dis, c'est une zone grise. Je veux dire, c'est quoi la conséquence de ça? Tu vas-tu en prison? Tu vas-tu en prison pour avoir fait ça? Ah, pour risquer de devenir un criminel au pire? Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Est-ce que ça mérite d'être sorti de la société? Je sais pas, je pense. J'ai tendance à dire non. Est-ce que ça mérite? Est-ce que tu fais des travaux communautaires? Est-ce que tu fais une amende? Non, je pense que la seule amende serait que tu n'as plus le droit à la tribune. Ne plus avoir le droit à la tribune. Le droit à la tribune, on l'a vu, là, par exemple, avec Donald Trump qui s'est fait complètement censurer par Twitter, whatever. Le droit à la tribune, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus... Mais le problème, c'est qu'après, c'est où la limite? Parce que si moi, je dis quelque chose que... le droit à l'insensibilité, après, si moi, je dis quelque chose puis qu'il y a 1% de la population qui dit ça, c'est inacceptable, on lui envoie sa tribune, est-ce qu'on m'envoie sa tribune? Si à ce moment, on dit... j'ai fait une petite blague là, sur Mike Ward. Si quelqu'un dit ça, c'est inacceptable, est-ce qu'on nous enlève notre tribune à nous? Pas facile. C'est pas facile. Mais on tient aucun propos raciste ici, puis je t'ai pas touché. Sans ton consentement. J'espère pas. Moi, c'est COVID. J'espère pas. Ouais. Ouais. Non, je comprends ton point. Ma question finale là-dessus, c'est pourquoi au Québec on s'acharne à réhabiliter des personnages aussi louches? Simplement. Dans le paysage médiatique. Pas dans la société. Qu'ils travaillent, qu'ils gagnent leur pain, qu'ils payent leurs impôts. That's right. Là, louche, je veux dire... Mettons, là, c'est louche. Comparer Joël Legendre à Eric Salvaille, c'est pas la même chose non plus. Ou comparer Joël Legendre avec Kevin Spacey. Joël Legendre, ça a été louche. C'est louche. Non, mais oh! Oui, mais je veux dire... Dans un appartement, tu fais ça, c'est louche. Dans un parc, c'est encore plus louche. Ouais, mais c'est pas le premier à le faire non plus. On s'entend. Oui, mais le parc est reconnu, c'est le parc de l'ouverture, puis on s'entend que c'est pas parce que c'est l'ouverture d'esprit, c'est parce que c'est l'ouverture du zip. Je veux dire, ce parc-là est reconnu. Il y a genre 50 personnes à chaque semaine qui vont là pour, let the thing go. Je veux dire, c'est pas une surprise. Là, je veux dire. C'est là où est-ce que mon opinion n'est pas aboutie nécessairement là-dessus, puis que je suis content que ce soit juste un sujet de transition et non un apéro complet. Je ne sais pas quoi en penser. Je suis d'accord. Il y a des endroits qui fait partie de la culture d'une ville, qu'il y a un parc dans une ville, c'est là que ça se passe, ces affaires-là. C'est bien ou pas. Par exemple, Saint-Jean-Vianney au Saguenay, c'est là que ça se passe certaines affaires louches. Comme non, pas louches, j'ai pas envie de faire de jugement de valeur, mais certains trucs qui se font un peu moins en public. Qui sont pas... Donc, est-ce que... Manque de pudeur. Ouais. Mon opinion n'est pas aboutie là-dessus. Je sais juste que... Voilà. C'est ça.
Voilà. On va passer à notre prochain sujet. Je t'écoute, tu nous présentes? On revient à nos moutons ou à nos terres rares ou à nos chinois, je sais pas comment le dire. D'ailleurs, parlant de petite transition, si jamais on parle de Chine en ce moment, mais c'est au niveau stratégique en fait. C'est des gens qui pensent dans un calepin pour qui va gagner le match des nations, on pourrait dire. Mais ça n'influence pas le fait qu'une personne, que ce soit québécoise ou chinoise ou peu importe, on est tous dans la même game, on pourrait dire. On fait toute partie en fait de cette belle et grande planète. Donc, encouragez, si vous pouvez, même le quartier chinois qui a vécu énormément de choses à travers cette pandémie-là, qui a été extrêmement, on pourrait dire, a vécu beaucoup de choses. Donc, allez l'encourager. Ils sont victimes. Je veux dire, Allez les l'encourager. diasporas chinoises sont tristement victimes de la médiatisation du projet hégémonique chinois, en fait. Exactement. Hégémonique dans certains points. Mais sur pas certains points. hégémonique. Pas hégémonique, mais le le projet chinois. projet d'expansion. Le projet d'expansion chinoise. Géostratégique chinois. Donc, Ouais. ne les blâmez pas, s'il vous plaît. Non, c'est. Allez acheter, allez au quartier chinois. Ça Les fait premiers à blâmer, moi, c'est les États-Unis, donc. c'est- Sur tellement de plans. on est Donc, tous à blâmer. si on était pour blâmer quelqu'un, ça serait les États-Unis en premier. Donc, arrêtez d'écouter les films Google, j'allais dire Google. Google. Hollywood and stuff. Coucou! Non, tu sais, si t'es pour blâmer, Non, mais on est tous à blâmer. on est tous à blâmer. Bref, allez au quartier chinois. Et là-dessus, on va parler aussi de données parce que il y a justement cette firme BGI ou BGI, BGI, exactement. BGI qui est arrivée à Toronto cette semaine et qui a fait une certaine manchette. J'ai vu cet article-là qui est passé comme quoi, en fait, cette firme-là est une firme d'origine chinoise Ouais. dont l'objectif, en fait, c'est la collecte de données, en fait. Tu as un peu plus de nouvelles à ce niveau-là. Peut-être tu pourrais nous en parler. Ouais, clairement. Clairement. Donc, BGI. Un peu de Spritz. Donc, BGI, c'est une compagnie qui s'est spécialisée dans la génomique. Donc, la génomique, c'est quoi? Parce que quand tu m'as envoyé cet article-là, j'ai comme, OK, c'est bien beau, mais c'est quoi la génomique? C'est quoi la génomique? C'est quoi? OK, il y a une entreprise chinoise qui s'installe à Montréal. Oui, mais... Ils font de la génomique. C'est quoi la génomique? Donc, je suis allé faire quelques recherches. Vas-y donc. La génomique, c'est quoi? C'est le mapping génétique individuel. Donc, la génomique, c'est comme... Ça mange quoi en hiver? Le mapping, par exemple, c'est comme... c'est créer une carte complète de ton génome humain, de ton ADN. Et ça a plusieurs débouchés. Par exemple, en médecine. Par exemple, avec la médecine génomique, ça serait que... pour te faire une histoire courte, par exemple, il y a un cancer. T'as un cancer. Par exemple, tu as un grain de beauté. Mais le grain de beauté, sur toi ou sur moi, il n'est pas traitable de la même façon. C'est-à-dire qu'on a peut-être un génome, un génome similaire peut-être, mais il y a quelque chose qu'ils appellent le métagénome. J'ai fait vraiment des recherches là-dessus, mais tu vas me voir arriver, qui représente par exemple l'effet de ton environnement et de toutes les bactéries que tu prends, qui colonisent ton corps entre guillemets, qui vont agir par exemple sur le même grain de beauté qu'on a tous les deux. Là où la médecine génomique et la génomique rentrent en jeu, c'est que en ayant la carte complète pour faire une image de ton ADN, c'est qu'on va pouvoir faire une médecine personnalisée. C'est-à-dire que moi, mon grain de beauté, grâce à la médecine génomique et à tout le data, les informations qu'ils ont sur mon ADN, pour lui faire une histoire courte, ben on va me faire un traitement personnalisé à moi qui va être ce sera pas un traitement standardisé, qui est comme un traitement qu'on donne à tout le monde. Par exemple, une chimiothérapie, on donne à tout le monde. Donc, ça va être vraiment un traitement personnalisé. Par exemple, il manque telle protéine. Je n'utilise pas nécessairement les bons termes, mais par exemple, il manque telle protéine pour enlever ce grain de beauté-là, on va me la donner. Tandis que toi, il va manquer quelque chose comme je dis comme ça, une hormone, mais on va donner telle hormone, tu comprends? Donc, ça permet de cibler en fait les besoins de chaque personne. Donc, la médecine personnalisée, c'est comme selon BGI, une entreprise comme BGI, c'est le futur de la médecine. C'est une bonne chose en fait. C'est une certaine forme d'ubérisation de la médecine parce que tu vas pouvoir faire des trucs personnalisés aux gens. As-tu utilisé le mot ubérisation? Une ubérisation, ouais. Comme la compagnie Uber? Exactement, c'est un concept qui réfère justement à toute cette
Tu pourrais fais dans la recherche du mot hybridisation, tu vas trouver la définition directement, mais ce que j'entends par là, c'est vraiment ce concept de service client rapide. Tu comprends? On est rendu dans une autre époque. Là. Exactement. Tu as utilisé le nom d'une entreprise qui, dans son créneau, est innovante pour utiliser une définition de quelque chose qui utilise le nom de cette entreprise-là. Ouais, genre la médecine génomique. Ouais. C'est juste... Exactement. Okay. Donc, en attendant que tu nous trouves la définition exactement du mot... Tu l'as? Ubérisation ou la plateformisation est un phénomène récent dans le domaine de l'économie consistant en l'utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct de manière quasi instantanée. Donc, ce que je veux dire, c'est médecin, personne n'a un problème, on les met en contact et on dit trouve le problème. Oui, et grâce à la médecine génomique, tu trouves le problème rapidement. Et c'est là que rentre en jeu la gestion des données génomiques. Donc, BGI, qui est cette compagnie qui est la plus grande compagnie de séquençage d'ADN. Donc, séquencer ADN, c'est justement faire ce mapping-là, créer cette carte-là de l'ADN des gens. Ouais. Grâce à ces informations-là, vont pouvoir mettre en œuvre cette ubérisation de la médecine, tu comprends? Donc, par exemple, BGI a cette compagnie-là. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils vont faire des partenariats avec des universités ou des centres de recherche. Par exemple, tu as parlé de Toronto tout à l'heure. BGI était a travaillé étroitement avec le Mount Sinai Hospital ou Institute, qui était la stratégie centrale d'endiguement de la pandémie ontarienne. C'est-à-dire que grâce à BGI, je t'explique juste comment BGI opère au Canada pour essayer d'aller chercher cette information-là, pour essayer de créer son programme de génomique. Son programme génomique. Comment est-ce qu'il a fait, par exemple avec le Mount Sinai Institute, qui était la stratégie centrale ontarienne pour lutter contre la pandémie. Il leur donne des montants d'argent, certes, mais aussi du matériel pour pouvoir traiter les tests de COVID, entre autres, des trucs comme ça, gratuitement, pour pouvoir vraiment s'insérer dans l'administration, entre autres, et la gestion de cet institut médical-là. Et par la suite, ils vont donner, par exemple, ils ont donné deux séquenceurs d'ADN à l'université McGill, donnés, hein. Donc, c'est encore c'est du matériel à la fine pointe de la technologie qui vaut des millions et des millions de dollars. Ils ont donné. Oui, ils ont donné. Donc, là où... attends un peu, là, je suis en train de te demander... Pas donné, mais genre, mais genre, on les laisse là pour... On voit ça, l'article, je te l'ai envoyé, les experts se disent c'est un danger pour le Canada, mais là, ça m'apparaît comme étant une très bonne chose, en fait. Oui, parce que d'un côté, on permet par exemple à l'Ontario de traiter plus de tests PCR pour la pandémie. D'un autre côté, à McGill, en ayant deux machines de séquençage ADN fournies par BGI, ça permet de faire certaines recherches que l'Université McGill n'aurait pas pu faire sans ces matériels-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a peur que Bon, je te fais un scénario très George Orwellien de la situation. Si par exemple tous les tests PCR ou les tests je sais pas moi, une prise de sang passe par ces machines-là, on a peur que ces machines-là envoient l'information génomique à une centrale de BGI, appelons ça comme ça, puis que la Chine devienne tout à l'heure on parlait de monopole des terres rares, mais là que la Chine ait le monopole des données génétiques des gens pour pouvoir, encore une fois, créer cette ubérisation de la médecine, pour pouvoir créer, pour devenir numéro 1 de la médecine génomique. Et la CIA, entre autres, qui a dit que BGI a profité de la pandémie comme fenêtre d'opportunité pour pouvoir mettre en œuvre ce projet-là. Mais si les États-Unis deviennent les numéro 1 de la médecine génomique, c'est quoi la différence entre ce que ce soit elle ou la Chine? C'est parce que la Chine, c'est encore... On rentre dans des logiques très économiques et de guerre économique. C'est que là, la Chine, tout à l'heure, on parlait de monopole des terres rares, mais là, ce serait un monopole du lobby pharmaceutique, si tu veux. Donc, c'est un autre carte dans leur jeu, finalement. Exactement. Ils vont dominer la médecine mondiale, tu comprends? Avec l'apparition de la 5G, où est-ce que, par exemple, je te donne une idée
d'une utilisation de la 5G, c'est qu'un un médecin chirurgien à Pékin, en Chine, va pouvoir opérer un homme en Californie, tu comprends? Parce que c'est des connexions qui se font tellement rapidement que ce qui... Tu sais, par exemple, la chirurgie qui se fait beaucoup avec maintenant de la robotique, donc tu comprends? Et on devient numéro 1 en médecine et en pharmacie grâce à ça, grâce à toute cette grande base de données. Mais ça rejoint tellement ce qu'on disait dans le dernier épisode où on disait tout est politique, où on disait que, en fait, on veut que la Chine devienne un rêve nord-américain ou occidental de grosses machines à faire des toutous. Et là, aujourd'hui, la Chine sont partis de là. On disait parfait, quoi, on est super content. Là, maintenant, ils font des trucs de pointe. Ils sont hyper. Les points sociaux. Ils sont en train de devenir des maîtres d'œuvre de certaines économies de pointe. Ben, BGI est une pierre angulaire du projet de points sociaux dont tu parles. C'est BGI, parce que BGI est étroitement lié au Parti communiste chinois. Non, surprise. Et au mois de février, ils leur ont donné 300 millions de dollars pour pouvoir faire un nouveau projet. Ils sont extrêmement liés au Parti communiste chinois. Exactement. Je suis tellement surpris. Donc, tu parles de points sociaux qui sont un peu le Black Mirror chinois, où est-ce que tu grilles un feu rouge, ben tu vas perdre des points sociaux. Oui. Si tu as été aperçu à tel endroit après telle heure, parce que telle caméra t'a laissé ton ADN à un certain endroit, tu comprends? Ouais. Justement, le BGI, je suis allé voir tout à l'heure sur le YouTube de la page de BGI, et c'était une publicité BGI, c'était comme... ça disait tout ce qu'ils faisaient, ils séquençaient de l'ADN et tout, puis ils ont dit nous avons séquencé tous les Chinois, c'est grâce à ça que nous avons créé plein de programmes sociaux de contrôle. Ils s'en sont fiers, puis c'est tellement orwellien, là, c'est tellement 1984, ça me fait peur, ça en fait peur. Ouais, ça mais... fait peur. Non, ça fait peur, là. Ouais, mais... ça te fait peur, mais... Je veux dire, si les États-Unis, ce serait les États-Unis, mettons, qui seraient les numéros 1 de la médecine génomique, est-ce que ça nous ferait moins peur? Mais c'est le numéro 1 du data personnel. Par exemple, sur les habitudes de consommation, avec Facebook, Google et tout. Effectivement. Puis ils font peur. Puis donc tout le monde fait peur, finalement. Ben, non, mais on s'enligne vers... Moi, je suis ici pour réfléchir, hein, on pose des questions pour réfléchir. Non, mais comme je te dis, tu as raison de le dire, puis en fait, tantôt tu disais, je trouve ça intéressant, fun fact, tantôt tu disais que les terres rares, c'est le nouveau pétrole. Moi, je sais pas en anglais, mais les terres rares, le nouveau pétrole, ben moi je te dis, data is the new gold. Tu sais, T'as vu, hein? Terres rares et le nouveau pétrole, donc cette nouvelle ressources naturelles stratégiques qui vont servir à créer de la richesse et en fait faire fonctionner ton économie. Les données aujourd'hui, c'est l'or de demain. C'est ce qui va nous permettre de se démarquer, ce qui va nous permettre d'accumuler de la connaissance, et cette connaissance-là, tu vas pouvoir l'utiliser à d'autres essais. C'est un investissement finalement. Les données, c'est un investissement. Les terres rares, c'est une ressource naturelle, stratégique, au même titre que le pétrole. Donc, on parle de changement de paradigme, mais au final... C'est intéressant, hein? J'avais même pas fait le... Tu comprends? T'sais, on est passé de l'or et du pétrole à des terres rares et des données. Mais on a le rapport de force et les dépendances et les enjeux géopolitiques sont absolument les mêmes. Sauf que l'Arabie Saoudite, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire vu qu'ils n'ont plus de pétrole. Mais bon, ça c'est un autre enjeu. Mais tout à l'heure, quand on parlait des terres rares, j'avais trouvé ça intéressant que tu dises que le Québec se positionne par rapport à cet enjeu-là. Savais-tu que le Québec est aussi un acteur important dans ce domaine-là génomique aussi? Oui. Bon, d'après ce que j'ai vu, c'est que BGI, c'est une entreprise chinoise qui s'est installée à Montréal. Oui, elle s'est installée, mais ils ne sont pas encore actifs vraiment. Donc, ils n'ont pas encore commencé à génomiquer. À génomiquer la population québécoise et canadienne. Mais savais-tu que un professeur de l'université Laval à Québec, l'université où on a fait notre baccalauréat, donc un professeur en microbiologie, Sylvain Moineau, qui était d'ailleurs le professeur de mon ancien coloc, Pierre-Luc. Sylvain Moineau. Ouais, lui, il a été un acteur très important dans la découverte du ciseau génétique, qu'on appelle, qui est très important en génomique. Ils appellent ça le CRISPR. Okay. Donc, c'est pour moi, c'est des chips. Là, je veux dire, il y a des gens pour ça qui sont en train de faire de quoi de... CRISPR address. Absolument hyper positionné, puis moi, je fais des chips. Non, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de tellement impressionnant. C'est dans le fond, il a réussi à mettre au point une façon de pouvoir aller jouer dans le séquençage de l'ADN. Par exemple, je te donne une image. On revient à l'image du grain de beauté.
on va prendre de l'ADN de cellules qui n'ont pas de grain de beauté, mon propre ADN qui n'a pas de grain de beauté, et on va prendre de l'ADN de mon grain de beauté. On va le séquencer et on va aller voir où est-ce que c'est où que les codes ne fitent pas. Qu'est-ce qui, entre ma cellule non malade et ma cellule malade, où est-ce que ça ne fit pas? Puis ce qu'on va faire avec CRISPR, c'est qu'on va pouvoir venir comme... c'est du ciseau génétique, comme pouvoir venir écrire un nouveau code pour pouvoir te traiter ton grain de beauté avec tes propres cellules pour te guérir, que ce soit d'un cancer, d'un whatever. Fascinant. Donc, par exemple, au Canada, c'est encore illégal. Et d'ailleurs, il y a un moratoire mondial au fait d'utiliser CRISPR sur les êtres humains, entre autres. Par exemple, en Chine, il n'y a pas ce moratoire-là. Tout à l'heure, on parlait des terres rares où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de barrière environnementale à l'exploitation des terres rares. Ben, il n'y a pas vraiment de barrière d'éthique scientifique en Chine. Mais ça pourrait revenir aussi à notre épisode de politique où, en fait, l'ordre mondial, c'est une anarchie. Ouais. Tu peux pas forcer aucun État à faire ce que les autres veulent. Donc la Chine ne s'est pas laissée forcer de ne pas utiliser CRISPR. Par exemple, il y a un chercheur chinois en 2019, je pense que je pourrais mettre ça sur la page sur la page d'Instagram si vous voulez. C'est lui, il est allé jouer avec CRISPR et le séquençage génomique dont on parle. Comme un gars sort de chez Desjardins avec des données, là. Ouais. Ouais, même affaire. Ouais, genre. J'y reviendrai d'ailleurs à Desjardins, mais il est allé jouer dans le génome d'embryons. Il a fait naître 2 jumelles qui sont totalement immunisées au VIH grâce au séquençage génétique, grâce à la génomique. Je suis comme tellement partagé à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Savais-tu que BGI, l'entreprise chinoise, ils ont un projet qui s'appelle le 100+. Tous les employés de BGI sont censés vivre 100 ans minimum. Grâce au séquençage génomique. Si tu veux travailler pour BGI, il faut que tu... C'est ça, là, c'est ultra orwellien encore plus. Si tu veux travailler pour BGI, il faut que tu signes un papier comme de quoi que tu ne mettras pas au monde un enfant atteint d'une maladie génétique, genre la trisomie, whatever. Ils vont te faire passer des tests. Si ton enfant, il faut, tu te rends compte, on s'en va vers une grosse forme d'eugénisme. Cette ubérisation de la médecine permet une forme d'eugénisme que moi, je parlais d'opinion non aboutie. Mon opinion n'est vraiment pas aboutie là-dessus. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. On va appliquer... OK, bon, en ce moment, tu me dis, bon, on applique CRISPR, là, les chips, on prend des chips, puis on essaie de... Ciseaux génétiques, ouais. On ciseuse génétique, là. On coupe ça, là, puis on dit, bon, ben, il y a un problème, j'applique une solution copier-coller parfaite pour ce problème-là, en fait, c'est comme si j'isole le problème, génétiquement. Mais le problème aussi, c'est que si moi, par exemple, je veux un petit garçon et une petite fille, ben, on peut faire la même chose, en fait. Si moi, je dis que je veux avoir un enfant avec les cheveux blonds, ben on peut faire la même chose aussi. On parlait d'ubérisation de la médecine, ça ne veut pas juste dire te traiter de façon personnalisée, mais c'est aussi personnaliser ton bébé que tu veux avoir, par exemple. Puis tu te demandais tout à l'heure si ça faisait peur, tu me parlais de Desjardins. L'année passée, il y a 2 ans, on en faisait tout un plat d'un gars qui, pour quelques cartes Saint-Hubert, a volé toutes les données des Québécois. Il y a eu du méchant bon poulet, par exemple. Et du méchant bon poulet, man. Pourquoi on n'aurait pas peur de, justement, tout cet espionnage et ce projet d'essayer d'être le numéro 1 en génomique des Chinois? Mais c'est une très bonne question que tu avances. Est-ce que si ce serait pas les États-Unis, est-ce qu'on aurait autant peur ou pas? Mais c'est ça. En fait, c'est pas à savoir est-ce que c'est l'espionnage. Mais l'espionnage me fait pas peur. L'espionnage chinois me fait moins peur que les utilisations qu'on peut en faire de tout ça. Et là, je suis pas en train d'essayer de spread une certaine forme de peur, whatever. Je donne mon avis, là, tu sais. Donc, l'espionnage, c'est pas ce qui te fait peur, en fait. C'est juste le fait qu'on soit rendu là dans la vie à avoir ces moyens-là, en fait. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas les progrès techniques suivent pas le progrès humain. Allez voir Black Mirror. On est rendu là. On est déphasé. Le progrès humain n'a pas suivi le progrès technique. C'est que là, on est rendu à essayer de légiférer sur est-ce qu'on a le droit de séquencer et avoir des données sur... Logique néo-capitaliste. Ouais. On est rendu dans une logique où il faut que ce soit rentable. Mais bon. Oh! Hey, c'est tellement live. Mais j'adore le live. Tu bouges la caméra. Hey!
Mais Barek, on a joué aux échecs, puis je pense on était échecs et maths en ce moment. Mais c'était tellement intéressant, je pourrais en jaser encore quelques heures. Penses-tu, hein? Ouais. Ah ben, après l'émission, on en jase. Oh. Mais c'était notre apéro de cette émission, en fait. On a parlé de données, on a parlé de terres rares, mais dites-vous, en fait, que la morale de cet apéro, c'est que les terres rares, c'est le nouveau pétrole et que les données, c'est le nouvel or. Donc, sachez ce que vous allez acheter quand vous allez à la bourse. Non, il n'est pas sonné comme du monde. On dirait non, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai accroché. C'est un bon cigare pour moi pour qu'on décompresse. Oui. On arrête de parler un peu politique pour essayer de parler un peu plus. V'là 2 semaines, c'était les fameux Oscars qui, aux États-Unis, crois-le pas, se tenaient de façon hybride, en fait, en personne et en virtuel. Et cette année, j'ai regardé un peu les films qui étaient en nomination aux Oscars. Puis il n'y a pas tant de... L'année passée, j'étais comme c'est Parasite, c'est sûr, c'est Parasite. Le film coréen. Le film coréen qui était délicieux film. Incroyable. Fou film, j'ai adoré. Absolument incroyable. V'là 2 ans, je me rappelle plus le film qui avait gagné. Attends, c'était pas Moonlight? Ça se peut. Ah non, il y a eu une année que c'était La La Land. Oui. Ils avaient dit Moonlight, mais finalement c'était La La Land. La La Land. Bon, ça, c'était il y a 2 ou 3 ans. En tout cas. Bref. Donc, moi, cette année, je me disais, bon, j'ai hâte de voir qui va gagner, mais le favori, en fait, ou la favorite, le film favori, c'était Nomadland. Un film, en fait, qui a été réalisé par Chloé Zhao. Et d'ailleurs, ils ont remporté le prix du meilleur film. Et Chloé Zhao a remporté le prix de la meilleure réalisatrice. Fun fact, elle est devenue seulement la 2e femme de l'histoire à remporter le prix de la meilleure réalisatrice aux Oscars. Et est devenue la première femme d'origine, je dirais, non caucasienne. La première femme issue de la diversité. Oui, à remporter le prix de la meilleure réalisatrice. Wow. J'aime pas, en fait, utiliser toujours des catégories pour dire issue de la diversité. On devrait juste dire c'est Chloé Zhao qui a remporté. Oui, mais tu fais quand même état d'une vérité c'est un monopole de l'homme blanc. C'est la première fois, la 2e femme seulement dans l'histoire. Ouais. Et j'ai regardé le film Nomadland. J'ai regardé juste avant que tu arrives. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est un film, on dirait, il est très très bon, le film. C'est juste que je sais plus. À la fin, je savais pas quoi penser. Peux-tu dire à nos auditeurs un peu, c'est un petit synopsis sans spoil? C'est pas spoil! Je te check, est-ce que mais la fin, dans le fond, c'est... Il y a Godzilla qui arrive. Hey, D'ailleurs, c'est Godzilla qui arrive. En fait, Nomadland, c'est l'histoire d'une femme qui... son mari, en fait, est décédé et l'usine dans une petite ville du Midwest des États-Unis a fermé. Dans les États-Unis contemporains. Les États-Unis contemporains ferment. Donc, l'histoire est vraiment dans la société actuelle. Et là, elle se retrouve avec rien, finalement. Et elle se décide, garde-moi, je veux pas me remettre dans la société, je suis bien nomade. Donc, je m'achète une van et je vais vivre la vie de nomade. Donc, elle se déplace à travers le film, en tout cas on voit qu'elle se déplace de ville en ville, fait des petits boulots pour survivre et rencontre un peu cette communauté-là de nomades. Et puis c'est Nomadland finalement, c'est cet univers qu'on découvre un peu à travers le film, c'est-à-dire cet univers de gens qui choisissent d'une certaine façon de vivre de façon nomade dans un monde réel. Donc c'est plus des gens qui étaient en cheval puis qui... Avec des vannes. Avec des vannes, non. Il y a un vibe très Into the Wild. Oui, tout à fait. Tu sais, lui, il est justement dans un van, dans un bus, whatever. Puis il y a vraiment tout j'ai adoré la vibe très Into the Wild parce que c'est un de mes films préférés. Puis il y a aussi aujourd'hui, je pense, ce mouvement-là de van life, de plus en plus de vivre minimaliste à travers ce monde-là qui nous entoure, qui est hyper techno et comme tu dis, qui est rendu récemment Orwell. D'ailleurs, dans le film, c'est ça, c'est une communauté de nomades. Voilà. En fait, ils veulent faire ce retour-là, pas à la terre, mais à la vie très communautaire. Tu vois qu'ils se troquent des affaires entre eux. Tu me donnes un peu de café, je te donne un crayon, voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre les deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des bons côtés à travers, il y a des moments de joie qui sont une certaine forme de pureté à travers le fait de vivre de façon minimaliste. Il y a d'autres moments où tu te dis,
c'est clairement de la misère. Ouais, tu sais. faire tes besoins dans un pot, dans un van, c'est autre Voilà. chose. Ouais. Donc, tu sais, il y a des moments où tu fais aïe, aïe, pauvre elle. Tu sais. Puis j'ai remarqué que ça faisait aussi état de certaines réalités. Par exemple, elle, lorsque l'usine a fermé, c'est-à-dire qu'elle, oui, elle a décidé de s'exiler, puis d'essayer de couper avec son ancien monde, mais c'est aussi qu'elle travaille dans les ressources humaines, dans cette usine-là. Oui. Et j'ai entendu dire qu'il y avait vraiment pas entendu dire, j'ai lu à plusieurs endroits que les anciennes secrétaires des années 70, 80, 90, ils avaient beaucoup de difficultés à se réorienter si, par exemple, elles perdaient leurs emplois parce que le boom technologique a fait en sorte que leurs skills... Ils sont plus adaptés du tout. Soit ils sont plus adaptés ou ils font une job qui a été automatisée par des ordinateurs. Donc, leur réorientation est très difficile. C'est qu'elle est laissée à elle-même. On leur dit que t'es trop vieille. Par exemple, dans le film, on lui a dit t'es trop vieille, tu devrais peut-être penser à une retraite anticipée. Mais bon, il y a des réalités économiques qui font en sorte que tu peux pas nécessairement te payer ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'ils exposent ça, cette réalité-là des anciens et anciennes travailleuses. Non, moi, je veux encore travailler. I need to work, c'est ça. J'ai besoin de travailler. Non, I want to work. Je veux travailler et j'ai besoin de travailler du monde qui ont besoin. Tu sais. Mais cette femme-là, tu sais, il y a plusieurs points de vue que je trouve intéressants dans ce film-là. C'est-à-dire que l'un peut dire elle est pauvre, elle, tu sais. En même temps, elle n'a pas l'air malheureuse. Non, justement, elle se retrouve là-dedans. Hein. Tu sais, comme elle a un peu dit, et je sais pas si t'es rendu là dans le bout dans le film, en tout cas, à un moment donné, elle dit, tu sais, moi, j'ai choisi cette vie-là. Moi, je suis bien dans cette vie-là parce que je sais pas vraiment je suis où, donc je préfère être everywhere, tu sais, je préfère être partout en même temps. Ouais. Puis d'un autre côté, tu sais, tu te dis comme, ouais, mais l'usine a fermé, puis on l'a pas aidé du tout, on l'a abandonné, tu sais, il n'y a aucun service qui l'aide. Oui, ça fait la aussi ville état est fermée, donc c'est un peu cet état d'inégalité aussi. Oui, ça fait clairement état d'une réalité américaine que beaucoup de monde vit. Je sais pas si tu t'en souviens dans les années où est-ce que toutes les usines GM fermaient. C'est exactement ce que... Parce que ce film-là, ça a été c'est une adaptation d'un livre. Je sais plus c'est qui l'a écrit. Je sais pas si tu as le nom. Mais c'est ça faisait état de toutes ces réalités-là, des usines qui ferment, qui sont souvent représentent le poumon économique d'une localité. Ouais. Puis comment ces gens s'en sortent, parce que les États-Unis, meilleur pays du monde, hein, mais pour tout le monde, là, tu sais. Non, ben c'est ça. C'est un peu une forme de jungle, puis c'est ça. Il faut que tu survives dans ce petit monde-là. Donc, elle, sa manière de survivre, puis tu sais, elle en a arraché tout le long du film, tu sais. Je veux dire, elle doit des fois emporter de l'argent, elle se démène dans l'eau bénite. Donc, bref, un film qui m'a... À la fin du film, tu te dis pas comme... Je sais pas, je reste perplexe, mais j'ai trouvé très intéressant ce film-là. Et d'ailleurs, fun fact. Je t'écoute. Quand on parle de changement de paradigme, ces Oscars-là sont extrêmement représentatifs, en fait, du changement de paradigme. De un, parce que ce film-là a coûté 12 millions de dollars. OK, donc très peu d'argent. Rien. Tu sais, pour un film, par exemple, ils peuvent coûter 100, 200, 300, 500 millions. 12 millions, c'est rien. Donc, et on le voit un peu à travers ce film-là, qui est un peu un retour à cette simplicité-là. On veut contenir une histoire qui est très minimale, très simple, mais qui est très pure. Puis on est très proche de l'actrice. D'ailleurs, l'actrice, c'est quoi son nom? Frances McDormand. Ouais. Deuxième fois ou troisième fois qu'elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Ok, c'est pas son premier. Non, d'ailleurs, elle est la troisième femme de l'histoire à avoir remporté. Un autre fun fact, comme quoi on est dans le changement de paradigme, et ça, c'est un autre changement de paradigme au niveau d'Hollywood. Ben, je te disais 12 millions, c'est aussi, je pense, cette renaissance-là, et on le voit à travers le fait qu'on fait un podcast avec 2 micros et une caméra et un ordi. T'as pas besoin nécessairement de faire un beaucoup de films indépendants à 300 millions. Ouais, exactement. Beaucoup plus d'accessibilité, de gens qui s'équipent, qui réussissent à avoir un petit financement puis qui font un film. Ça m'étonnerait pas que même l'année passée, comment ça s'appelle, Parasite, n'avait pas dû coûter super cher non plus. Là. Un petit peu plus, mais peut-être pas tant que ça. C'est plus les gros blockbusters qui gagnent, hein? Non, c'est pas la même chose. Puis, bon, le deuxième fun fact que je voulais te dire, c'est que ce film-là, en fait, a été acheté maintenant sur Disney+. OK. Il y a, si je ne me trompe pas, dans toutes les nominations Oscar, il y a 26 films qui sont sur des plateformes de streaming. Et en fait, Netflix est en devant de la scène, donc le premier avec, je pense, 7. Donc, c'est fou à quel point de penser qu'aujourd'hui, les films qui sont aux Oscars, c'est des films qui sont avec des petits budgets et c'est des films qui sont développés par des plateformes de streaming et qui sont
destinés, en fait, à être présentés sur des plateformes. Je me souviens la première année qu'il y avait un film nominé aux Oscars qui était seulement Netflix Original. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est Olga, je sais pas, c'est comme une grosse bête, un gros rhinocéros qu'une petite asiatique adopte. Je sais pas si tu l'as vu, ce film-là. Non. Bref, quand il a été nominé, il y a eu toute cette polémique-là. Est-ce que les films Netflix devraient être, ou c'est juste les films qui sortent en salle? Mais avec la pandémie, tu vois que tu peux pas juste étendre ça aux films en salle. Il y a des gens qui vont plus en salle. Ben, l'art, c'est l'art, non? Je pense. Un film, c'est un film, non? Exact. Puis, ça démontre aujourd'hui à quel point ce paradigme-là, en fait, comme quoi il y a énormément de joueurs qui... il y a une décentralisation de l'industrie, comme on entre dans les réseaux sociaux, dans tout ce phénomène-là où les équipements, toute la télécommunication aujourd'hui est extrêmement accessible et plusieurs joueurs maintenant peuvent se permettre de faire un film. Je pense que ça peut... C'est en terminant en fait nos 2-3 dernières minutes de l'émission, c'est que ça peut être une belle avenue en fait, parce qu'aujourd'hui, on assiste à une forme de démocratie de l'art. Nous, on fait un podcast en ce moment alors qu'on n'a pas une scène. Donc, est-ce que c'est peut-être une bonne chose aussi, en fait, de voir des petits joueurs comme ça se démarquer? Il faut. Puis c'est ça le cinéma, le vrai cinéma, tant qu'à moi, c'est ça. Là. Ouais. Cinéma d'auteur. Là. Excuse-moi, j'essayais de trouver... Non, allez voir Nomadland, c'est ça allez voir Nomadland sur Disney+, ou comme vous voulez. Là. Comme vous voulez. Là, si vous êtes plus en mode... Tu voulais nous présenter en terminant ton fameux dictionnaire. Ouais, dictionnaire des pensées politiquement tordues. Je me suis dit, à chaque émission, on devrait se trouver un concept, un mot. Puis c'est un dictionnaire qui a, en fait... tu cherches un mot, puis il y a une pensée politique qui peut être ironique, c'est quoi cette satirique. Cette semaine, je sais pas, j'arrivais pas à trouver nécessairement un mot. J'ai essayé de trouver échec, il n'y a pas dans ce dictionnaire le mot échec. J'ai essayé jeu. Chinois. Chine. Je pense pas qu'il y ait des trucs stéréotypés sur les Chinois. Changement. On va-tu dans le changement? Changement, parce qu'on parle de changement de paradigme ou stratégie. Stratégie, on va aller dans stratégie. Stratégie, ok. En terminant, il nous reste 2 minutes, on passe à ça. Ok, stratégie. Je me suis dit que ça pourrait bien plus de réflexion un peu ironique. J'ai pas stratégie. J'ai stérilité. Non, j'ai statistique. Vas-y avec stérilité. Non, je sais que statistique, mettons, parce qu'on parlait de bio et de données. Des données, on parle de statistiques. Ouais. On y va, hein, je l'ai jamais lu encore. La statistique est la première des sciences inexactes. Bon. Fait que attends, j'ai même pas dit c'était de qui. C'est tellement inexact. On reste dans l'inexactitude. Mais bref, on va essayer d'introduire ce concept-là et d'être un peu plus prêt pour les prochains. En tout cas, j'espère qu'Apéro n'est pas si inexact que ça. Mais quoi que si la statistique là, on peut pas être parfait non plus. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun cette semaine. Mais Barek, on a parlé de la saga de Marie-Pierre Morin. Pas juste de ça, j'espère. Ou de Joël Legendre qui sort les 2 castagnes. On a parlé aussi de données, on a parlé de terres rares, on a parlé de géopolitique, on a parlé de génomique aussi. De génomique, de géologie, plus rien à dire. Fait qu'on y va-tu sur notre nouvelle façon de faire l'apéro? C'est-à-dire? C'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare, c'est l'heure de l'apéro cigare. C'était pas si c'était l'heure de l'apéro cigare. Salut tout le monde. Salut, à plus.